Mesdames et messieurs, bonjour à tous, mes chers collègues. Je précise que aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un huis clos, mais simplement, il n'y a pas d'exception qui permette au public d'assister au conseil municipal, et donc seuls les représentants de la presse sont acceptés dans notre enceinte. Madame Bertonieri va procéder à l'appel. Présent. Valérie Bourron, présent. Jean-Pierre Tourelle, Présent. Élodie M, Présent. Philippe Rocheteau, Présent. Marlène Nadjarian, présent. Rambert Consigny, Présent. Véronique Dugout, présent. Roger Coquin, Présent. Jacques Bardet, Michel Valadel, Alain Gauthier, Présent. Herman Denis, présent. Hervé Beau, Janine Florent, présent. Joël Midi, présent. Moi-même, Éric Bonnefoy, Présent. Émilie Guérel, présent. Alice Modèle sera représentée par moi-même. Ségolène Forêt, présent. Roger Willier, Présent. Martine Anguillot, présent. Gérard Minot, Présent. Marc Veil, Présent. Philippe Lefebvre, Présent. Philippe Leclerc, Présent. Frédéric Conard, représenté par mon collègue, et Florian Cerceau, présent. Merci. Nous allons commencer par voter les PV des conseils municipaux précédents, celui du 25 septembre et celui du 7 août. Y a-t-il des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Nous passons aux décisions et contentieux, et Madame M va vous parler des contentieux. Oui, Monsieur le maire, tout d'abord, compte rendu des décisions d'occupation du domaine public. Vous en avez 3, 34, 35, 36. Occupation du domaine public, fixation d'une redevance pour la première. Ensuite, la seconde, la rétrocession d'une case de columbarium à la commune. Et la dernière décision, tarification et suivi des ateliers et cours du centre culturel. Ensuite, s'agissant des contentieux, un contentieux rentré qui s'appelle Commune de Bandol contre Société Prestige Événements. La société Prestige Événements a demandé au TA l'annulation de la décision de rejet de son offre et la condamnation de la commune à lui payer des dommages et intérêts. Vous m'entendez bien ou pas? Ah bon. Oui, oui. La condamnation de la commune à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. L'affaire est suivie par Maître Parisi et le dossier est en cours d'instruction. Ensuite, 2 dossiers terminés. Un dossier commune de Bandol contre Monsieur Rouzet qui contestait la décision de l'EPF PACA du 25 janvier 2018 par laquelle l'établissement avait exercé son droit de préemption sur l'ensemble immobilier dénommé le Bosquet. Le TA a rejeté, enfin a déclaré la requête irrecevable. Ensuite, un dernier contentieux qui est donc Commune de Bandol contre l'association Bandol Littoral qui contestait le second arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu'avait obtenue la SCI Rocapic. Le TA a rejeté par voie d'ordonnance ce recours. J'en ai terminé. Merci. Alors nous allons passer à la première délibération, qui est le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant l'activité de la commune. Et la deuxième délibération concernera le rapport sur la Sogeba. Alors, en ce qui concerne le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les comptes de la commune, je dois vous dire, mes chers collègues, qu'un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la situation de la commune est toujours un moment attendu, important. La CRC a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. Je précise que ce rapport sera bien évidemment disponible sur le site internet de la ville. Le rapport qui vous est présenté
porte sur la gestion municipale de 2013 à la période la plus récente, c'est-à-dire jusqu'en 2019. Alors, comme je l'ai écrit à la Chambre, je regrette que ce contrôle ait porté seulement sur la période 2013-2019, alors que le précédent rapport concernait la période 2001 à 2007. Et donc, il n'y a pas eu de contrôle entre 2008 et 2012. Mais j'apprécie la reconnaissance du travail effectué par la municipalité pendant ces 6 années de mandat précédent. Et si je devais donner un titre à ce rapport, ce serait « La CRC salue les promesses tenues ». Mesdames et messieurs, je me réjouis en effet que nous débattions ce soir des observations de la Chambre pour 2 raisons essentielles. La première, la gestion des deniers publics est au cœur de mon engagement politique. Si je me suis engagé en politique à l'âge de 55 ans, ce n'est pas pour faire carrière, encore moins pour m'occuper l'esprit une fois l'heure de la retraite sonnée. Si j'ai décidé de solliciter en 2014 les suffrages des bandolés, c'est pour procéder au redressement des finances, qui constituait une condition préalable et indispensable à la réalisation de notre projet de ville, tant en raison de la gestion financière très approximative de la précédente municipalité que de la baisse drastique des dotations de l'État. Je veux aussi vous rappeler, mot pour mot, l'engagement qui était le mien en 2014, mettre un terme aux dépenses inutiles et rendre ainsi aux bandolés leur pouvoir d'achat. Tout rapport de la CRC, qui par définition jette une lumière sur la gestion communale passée, s'inscrit selon moi dans cette célèbre maxime du grand homme d'État que fut Otto von Bismarck. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. Et en ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. Pour savoir d'où on vient et mesurer à sa juste valeur l'effort de bonne gestion qui fut le nôtre depuis 2014, je vous soumets quelques données chiffrées. Le budget 2014 faisait ressortir un montant des dépenses de fonctionnement supérieur de près d'1 200 000 € aux recettes. La masse salariale entre 2008 et 2014 a explosé de 2 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 20 points d'impôt. Et les dotations de l'État ont baissé de 1 500 000 € environ entre 2014 et 2018. Et ce qu'on appelle le FPIC, la participation de la commune au soutien aux autres communes, a augmenté de plus de 300 000 €. Alors, il n'y a pas besoin d'être expert en finance pour comprendre qu'on ne pouvait pas aller bien loin comme cela. La seconde raison, ce rapport confirme ce que nous savions déjà, à savoir que la gestion financière de la commune, depuis 2014, est excellente. En effet, le rapport entérine l'analyse du trésorier lors de la présentation du compte administratif 2018, qui déclarait, je cite, « La gestion de la ville de Bandol est un cas d'école dans le bon sens ». Si je ne vais pas vous lire ma réponse en date du 25 août 2020 aux observations définitives de la Chambre, qui est en annexe au présent rapport, je ferai quelques remarques sur des points qui structurent ce rapport, à savoir la situation financière de la commune, la gestion des ressources humaines, les relations contractuelles avec le casino, l'urbanisme et le port de plaisance, dont la gestion elle-même a fait l'objet d'un contrôle par la CRC. La situation financière. La Chambre valide pleinement la stratégie financière de la commune, initiée depuis 2014, en ce qu'elle considère, je cite,
la trajectoire de redressement financier suivie par la commune, bien que rapide, a été assez équilibrée. Surtout, elle estime, je cite encore, « l'action énergique et coordonnée sur les 3 leviers, ressources fiscales, baisse des dépenses de fonctionnement, baisse des dépenses d'investissement, a permis un assainissement rapide et spectaculaire de la situation financière à compter de 2015. » Donc je me permets d'insister, la CRC affirme que notre maîtrise des finances a permis un assainissement rapide et spectaculaire de la situation financière. Alors comment ne pas être satisfait de ces conclusions, même si nous savions à la lecture des comptes administratifs que notre gestion financière avait été irréprochable. Alors je souhaite attirer votre attention sur une observation de la Chambre qui démontre l'effort que nous avons entrepris pour apurer la situation financière de la commune, à savoir, je cite, « Les charges de gestion ont cru à un rythme annuel de 3% entre 2001 et 2007, alors que les charges courantes ont diminué de 11,5% entre 2013 et 2018. Ce redressement des finances, réalisé grâce à la mise en place d'une politique active de réduction des dépenses, appelle de ma part 3 remarques fondamentales. La première, jamais à Bandol, un tel effort de bonne gestion n'avait été réalisé sans compromettre la qualité du service public, comme en témoignent les précédents rapports de la Chambre régionale des comptes. La deuxième, la hausse des taux d'imposition décidée par le préfet en 2015, associée à l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires, n'a que compensé la baisse de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, et comme le souligne très justement la Chambre, je cite encore, « Cette augmentation des taux a généré un produit fiscal de 1,4 million d'euros qui couvre presque en totalité le montant de la baisse de la DGF en 2017 par rapport à 2013. » La troisième, sans cet effort majeur de réduction des charges à caractère général marqué, selon l'observation de la Chambre, je cite, « par un rythme moyen annuel de 6%, soit une baisse de 22% sur la période, ce qui représente une baisse des dépenses de fonctionnement de 2 millions d'euros entre 2014 et 2017. Et il aurait fallu augmenter à nouveau les taux d'imposition. C'est ainsi que grâce à cette discipline financière, nous avons pu investir efficacement et durablement. Comment, à ce titre, ne pas évoquer, bien évidemment, l'opération de travaux phare du mandat, l'aménagement du quai de Gaulle, qui constitue une incontestable réussite, tant dans sa conception que sa réalisation, et qui appelle l'observation suivante de la Chambre régionale des comptes. La commune a suivi une stratégie globalement cohérente et raisonnée. Elle a élaboré un projet techniquement solide et conduit de façon structurée et réactive l'ensemble des démarches jusqu'au commencement des travaux fin 2018. Alors oui, cet engagement fort de mon mandat de redresser les finances, qui a demandé de la ténacité et une certaine dose d'audace, a été respecté. Et je m'en réjouis d'autant plus qu'une ville qui maîtrise sa gestion financière est une ville qui conserve la maîtrise de son destin. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, sur cette thématique à laquelle j'attache une importance particulière, relevons que la Chambre encourage la commune à poursuivre sa réorganisation des RH afin de fiabiliser ses données et de rationaliser sa gestion. C'est un point positif. Je rappelle qu'autant la situation financière de la commune que l'éclatement et la multiplication des services ont justifié de procéder en 2014
à une restructuration générale des services afin de mutualiser et rationaliser les moyens humains, techniques et financiers. En septembre 2014 est réalisé le regroupement des services, à savoir près d'une trentaine au sein de 9 directions, afin de donner un caractère plus homogène et rationnel à la structure. Nous avons aussi souhaité renforcer la formation des agents par l'instauration en 2016 d'un partenariat avec le CNFPT, le Centre national de fonction publique territoriale, et c'est ainsi qu'un cycle de formation manager d'une durée d'1 an s'est déroulé sur deux exercices 2018-2019 afin de favoriser le développement des compétences des cadres, notamment sur la conduite du changement, le pilotage de l'activité et le management. Je précise enfin que l'objectif que j'avais fixé de ne remplacer qu'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite au cours de la mandature a été atteint et même dépassé. Et c'est ainsi que la Chambre relève, je cite une nouvelle fois, « Cet effort s'est traduit par une stabilisation de la masse salariale, alors que les dépenses de personnel avaient augmenté de 17,4% entre 2009 et 2013, ce qui correspond à une augmentation de pas loin de 2 millions d'euros. Les relations contractuelles avec le casino. Alors, à la suite de la réponse de la commune au rapport d'observation provisoire, la CRC n'a pas formulé de recommandation sur cette question dans son rapport définitif. Il faut rappeler tout de même que l'implantation de 2 casinos dans un rayon de 15 km à la Seine-sur-Mer en 2012 puis à Sanary en 2018 a incontestablement modifié les conditions économiques depuis la passation de l'avenant numéro 1 et sans doute l'équilibre économique du contrat. Et je vous informe que nous poursuivons actuellement les discussions avec le casinotier afin de conduire désormais un avenant numéro 3 conforme à l'intérêt de la commune dans toutes ses composantes financières, sociales et touristiques. Sur l'urbanisme, là encore, je ne vais pas reprendre l'ensemble des arguments développés dans ma réponse au rapport définitif, mais je souhaite m'attarder un instant sur 2 points. D'une part, la production de logements sociaux, qui a récemment soulevé la colère de nombreux élus varois, et d'autre part, la modification de notre plan local d'urbanisme, le PLU. S'agissant des logements sociaux, la CRC relève une inertie de la commune, que je conteste, alors même qu'elle considère, je cite, que la commune est largement urbanisée, y compris sur sa bande littorale, et ne bénéficie pas d'un potentiel urbain très important. Alors je connais trop le besoin de logements sociaux des Bandolais, dont les demandes qui affluent au CCAS s'élèvent, et c'est le dernier chiffre, à 288 demandes pour recevoir à ma permanence chaque semaine des administrés en recherche d'un logement. La loi SRU de 2000 imposait déjà 25% de logements sociaux. Les lois Duflot de 2013 et Elan de 2018 imposent, elles, d'atteindre l'objectif minimum de 25% et à l'horizon 2025. Alors, du fait de son territoire contraint, ça a été remarqué par la Chambre, cet objectif est clairement inatteignable pour Bandol. Mais la commune de Bandol n'a pas témoigné de frilosité quant à la réalisation de logements sociaux. En effet, elle a noué en janvier 2015 un partenariat avec le PF-PACA, l'établissement public foncier, en vue d'acquérir des biens en vue de cette réalisation. Je vous rappelle également que la commune a institué par délibération du 25 octobre 2018 un droit de préemption urbain renforcé sur les périmètres des zones UA et UB, c'est-à-dire les secteurs du centre-ville et de la Poste. Et s'agissant de la modification du PLU de 2016, la Chambre considère que la commune a entendu assez ouvertement contourner les objectifs de densification portés par la loi ALUR du 24 mars 2014. Et à ce sujet, il est assez curieux d'entendre et de lire
certaines critiques virulentes de la part de certains de nos opposants sur une pseudo-bétonisation de la ville, alors même que la Chambre nous reproche au contraire d'avoir contourné les objectifs de densification de la loi ALUR. Il devrait donc, au contraire, nous féliciter. En réalité, si la commune a modifié en 2016 son PLU, c'est pour concilier le difficile équilibre entre les exigences réglementaires et les caractéristiques de notre commune qui appellent un développement harmonieux et raisonné. Et si nous avons augmenté le pourcentage de surface perméable de pleine terre et diminué le pourcentage d'emprise au sol de constructibilité de toutes les zones U, c'est notamment en raison de l'événement climatique que nous avons subi en septembre 2014, qui a provoqué une victime par noyade et des conséquences catastrophiques pour de nombreux bandolés. Le dernier point, le port de plaisance. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce point car la gestion du port a fait l'objet d'un rapport spécifique de la Chambre qui sera débattu lors de la délibération suivante. Je souhaite juste attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait que ce rapport ne porte que sur la période 2013-2017, alors que de nombreuses mesures ont été mises en œuvre depuis pour corriger les dysfonctionnements soulignés par la Chambre. Donc nous parlerons de tout cela dans le rapport lié à la SOGEBA. Au final, chers collègues, ne figure dans ce rapport aucune remarque sur des dépenses anormales ou somptuaires, ou encore des rappels à la loi, ce qui est pourtant assez fréquent. Et je fais observer que sur les 10 recommandations mentionnées dans le rapport provisoire, il ne reste que 7 recommandations dans le rapport définitif, dont 3 concernent la gestion du port. Si la Chambre pointe quelques faiblesses, bien évidemment, comme l'absence d'un plan pluriannuel d'investissement, qui est aujourd'hui en cours d'élaboration pour les 6 années à venir, l'absence de mise en place d'indicateurs de performance dans le suivi des stratégies urbanistiques, ou encore l'utilisation du crédit revolving, le CLTR, de 2011, les recommandations faites par la Chambre nous permettront de nous améliorer. Et je me dois ce soir de remercier tous les élus qui m'ont accompagné lors du mandat précédent, avec une mention particulière pour ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure, et donc Madame Pascale Bertonieri, Monsieur Anis Moidel qui est absent aujourd'hui, et bien sûr Monsieur Franck Bertoncini, pour avoir procédé à mes côtés à la réussite de ce mandat. Je me dois aussi bien évidemment de remercier l'administration communale pour avoir contribué au redressement et au développement de notre commune, qui constitue un motif de fierté et de satisfaction pour nous tous. Alors j'ai cité au début de mon intervention la célèbre maxime de Bismarck, et avant de clore ici mon propos, je veux affirmer une nouvelle fois que cet assainissement rapide et spectaculaire de la situation financière de notre commune, pour reprendre les termes de la CRC, est bien la rampe de lancement pour notre avenir. Il nous permet en effet de construire dès à présent un projet de mandat réaliste et ambitieux pour Bandol, qui nous permettra d'affronter cette crise sanitaire et économique mondiale sans précédent dans les meilleures dispositions possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons passer à un débat nécessaire et très important sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes, sachant qu'il n'y aura pas de vote à l'issue de ce débat. Voilà, qui veut prendre la parole en premier? Monsieur Bell, nous vous écoutons. Entendez là. Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux.
Il s'agit donc d'un rapport portant sur l'examen de gestion. C'est un rapport classique. Et il est aussi classique que dans ce registre, la majorité municipale et son chef d'exécutif tirent le maximum d'avantages des observations positives. C'est de bonne guerre. De la même manière, une opposition municipale guette et relève toutes les failles qu'il peut y avoir dans ce type de rapport. Je voudrais quand même revenir, si vous permettez, sur ce qu'est vraiment ce rapport, le sens propre d'un rapport d'examen de gestion. Une Chambre nationale des comptes, lorsqu'elle fait un examen de gestion, et non pas une vérification de comptabilité, elle regarde la régularité, l'économie des moyens, l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs, c'est ce qu'on appelle l'évaluation. Par contre, la Chambre nationale des comptes n'est pas fondée à se prononcer sur les objectifs. Elle ne doit pas se prononcer sur l'opportunité d'une politique municipale. Là encore, je vais être très, très rigoureux moi aussi. Reportez-vous au Code de juridiction financière, article L211-8. Je sais d'expérience que parfois les magistrats financiers franchissent le Rubicon et vont parfois aller sur donner des appréciations d'opportunités positives ou négatives pour la gestion d'une collectivité. Je prends acte, nous prenons acte dans l'opposition de ce que la municipalité précédente, la vôtre, a reconstitué les marges de manœuvre financières avec donc une épargne quand même assez agréable. La pression fiscale, décidée en 2015, mais qui a été ensuite, qui a perduré. La masse salariale, qui a été stabilisée. Hein, je m'en tiens à une lecture littérale du rapport. Mais il y a quand même deux éléments à décharge de la Chambre des comptes et que je partage. Le premier, le rapport parle explicitement d'une politique de sous-investissement de la commune, sous-investissement de la commune qui est inférieur aux moyennes régionales et départementales. C'est un choix politique. C'est un choix politique et la Chambre n'avait pas, l'a quand même relevé. Il y a un refus, mais c'est votre choix, j'en prends acte, de privilégier uniquement l'autofinancement dans les investissements et d'écarter le recours à l'emprunt, alors que les taux d'intérêt sont quand même, vous le savez tous, très faibles. En moyenne européenne, c'est à peu près 1,1% sur une période de 18 ans. C'est un choix. C'est le premier élément, le premier grief, appelez ça comme vous voulez, qui est quand même relevé dans ce rapport de la Chambre des comptes, si je l'ai bien lu. Le deuxième élément qu'on peut relever, c'est, et je cite le rapport de la Chambre, c'est l'absence de stratégie pluriannuelle en matière d'investissement et l'absence, à moins que ce soit intervenu depuis peu, d'un plan pluriannuel d'investissement. Je ne vais pas épiloguer longtemps sur ce sujet parce que nous avions eu avec monsieur le maire de Bandol un échange lors de l'examen du DOB. Vous m'aviez dit, je crois, je vais peut-être employer un terme diplomatique, que en fait vous étiez un peu tributaire de la qualité des ressources humaines pour élaborer ce PPI, mais je suis persuadé que ce PPI va être engagé s'il ne l'est pas déjà. En fait, et ce sera ma conclusion, il y a incontestablement une vision financière. Je ne dis pas vision comptable parce que c'est un terme qui est trop polémique dans le discours politique. Une vision financière. Très bien.
Il y a aussi peut-être aussi une vision plus volontariste, car l'investissement public, c'est quand même ce qui fait la force d'une collectivité locale. C'est ce qui crée de la valeur. Alors qu'on ne me dise pas que c'est risqué, parce que de toute façon, il y a des règles budgétaires nationales, il y a ce qu'on appelle la règle d'or, selon laquelle l'emprunt ne peut financer que des investissements. Il n'y a pas, mesdames, messieurs les conseillers, il n'y a pas une pensée unique en matière d'action publique locale. Il n'y a pas une seule politique possible. Il y a des politiques possibles. Et c'est bien, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le sens à donner à un rapport de la Chambre des comptes. Une Chambre ne se prononce pas sur le bien fondé ou non d'une politique, sur le bien fondé ou non des objectifs, même si, et je me répète, si je sais d'expérience que parfois les magistrats financiers parfois débordent. Alors voilà, donc c'est un petit peu le sort des discussions budgétaires, puisque Monsieur le maire a employé une citation du chancelier Bismarck. Moi, je vais reprendre une citation d'un ancien président du Conseil de la 4e République, Edgar Faure, qui, à propos des discussions budgétaires, alors ailleurs, très souvent, mais peut-être un peu ici aussi, qui disait qu'une discussion budgétaire, c'était litanie, léthargie et liturgie. Pour terminer, monsieur le maire, madame Henriot voudrait intervenir sur le sujet toujours dans le rapport, hein, de l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme, mais c'est à vous à distribuer les paroles. Madame Henriot, volontiers. J'ai noté que le rapporteur mettait l'accent à de multiples reprises sur l'insuffisance de réponse aux stratégies du PADD, c'est-à-dire projet d'aménagement et de développement durable, qui fait partie intégrante du PLU. Cela fait référence à plusieurs aspects. La protection des espaces naturels. En matière d'urbanisme, le développement des quartiers, une prospective permettant d'avoir une véritable politique de la ville, non seulement sur des aménagements urbains, mais sur la création d'équipements publics. Sur la question du logement, je note que tous ces éléments sont très proches de ce que nous avions proposé dans notre programme. Et d'une manière très pragmatique, je dirais qu'en matière d'urbanisme, il y a l'application des règles, les outils réglementaires et puis le discernement. Et le diable se cache dans les détails, comme chacun sait. Quand on considère faire attention à la protection du littoral, cela implique d'avoir un vrai souci, une sensibilité par rapport à l'espace protégé ou à l'espace naturel. Ça veut dire faire attention à ne pas bitumer des espaces, des sentiers proches du littoral. Ça signifie peut-être, et là je fais appel à un autre aspect qui est ce que j'appelle le discernement. C'est-à-dire qu'on peut certaines fois avoir des règles non exprimées, ce qui ne veut pas dire que ça permet de se libérer de toutes des choix, et le discernement aide à ça. Donc en matière d'aménagement urbain, avoir cette sensibilité par rapport à l'espace. En matière de construction, par exemple, sur un sentier littoral, éviter, même si la règle le permet, enfin si la règle ne dit rien, de ne pas construire des murs qui viennent en contradiction, de ne pas autoriser des murs qui viennent en contradiction avec l'esprit d'un site. De la même façon, vous avez très justement induit une règle qui permet d'augmenter les superficies d'espaces verts dans le règlement du PLU. Mais cela veut dire aussi qu'il faut faire attention de ne pas délivrer
par exemple des autorisations de piscine qui sont dans une bande où les constructions ne sont pas autorisées et qui impliquent des suppressions d'espaces verts sans qu'on ait vérifié que cette suppression d'espaces verts a un impact réglementaire. Donc ce que je veux dire, c'est que cette notion de discernement, elle permet justement d'avoir une approche globale, ce qui pour nous est absolument fondamental. Merci. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? Monsieur Leclerc. Oui, je souhaiterais intervenir sur la partie gestion du port du rapport et dans sa composante du point de vue de la municipalité, à savoir la gestion de la concession par la municipalité. Alors, le rapporteur pointe lourdement tout au long de ce rapport, et plus encore concernant celui de la SOGEBA, un défaut, avec la plus grande insistance, un défaut dans la gouvernance, le contrôle, le pilotage stratégique du port de défense, de Plaisance. Il pointe en particulier, je le cite, le manque de suivi rigoureux de l'exécution du contrat. Il en va même jusqu'à émettre des doutes sur la capacité des défis qui sont lourds, vous l'avez vu dans le rapport, ces défis lourds à relever. Il pointe également des instances de contrôle qui ne remplissent pas leur mission. Et il explique d'ailleurs que ces instances seraient bien empêchées à les remplir, faute d'éléments suffisamment exploitables. On touche là du doigt un point qu'on a relevé à plusieurs reprises dans les différents conseils, quand on nous a refusé un siège au conseil d'administration de la SOGEBA. Et on touche, je crois, sans le dire, le rapporteur pointe du doigt les limites de la gestion de l'entre-soi. Concernant la quasi-régie et le renouvellement de la concession, là encore une fois, je ne crois pas que ce soit un satisfecit qui est accordé par le rapporteur. Il souligne, et je le cite toujours, un manque manifeste de préparation dans le renouvellement de cette concession. Il va même jusqu'à mettre en doute le choix retenu de quasi-régie, évoquant des risques juridiques importants. Et en particulier, il s'étonne de ce choix en pointant du doigt le manque de capacité financière de la SOGEBA. Il pointe aussi, et encore, une absence de gestion prévisionnelle des investissements et une absence de gestion de la qualité de service. Sur ces deux points, on aura l'occasion d'en revenir dans le second rapport. Mais ce qu'il pointe, nous concernant, au conseil municipal, sont des conséquences graves induites par ces manquements. En particulier, le manque d'entretien lié au non-investissement des équipements, qui sont allés, et il le rappelle, jusqu'à la mise en danger de la vie d'autrui, par un événement pourtant prévisible depuis 12 ans, après qu'il ait été pointé par une expertise technique de 2006. Je veux bien évidemment évoquer ce que vous avez appelé civilement la rupture, moi ce que j'appelle l'effondrement de la panne A. Événement prévisible depuis 2006, la commune, nous révèle le rapporteur, a en main un rapport qui lui indique la dangerosité des 4 pannes A, B, C et D et qui recommande l'interdiction d'accession au public immédiate. 12 ans après, objectivement, comme il le souligne, l'événement était prévisible, le risque était prévisible. Alors, c'est pas qu'anecdotique, évidemment, je pense que, et dans les différents conseils précédents, on a complètement oublié notamment que les plaisanciers titulaires de poste en panne A et B, pendant 4 à 5 mois, n'ont pas pu utiliser leur bateau. Ils ne se sont jamais vus dédommagés
Même pas un petit mot pour s'excuser de l'inconvénient. Le rapporteur pointe du doigt, au-delà de cet événement, les conséquences financières graves de ce manque de prévisionnel, de ce manque d'investissement, quant aux conséquences financières en termes de perte d'exploitation qu'elle provoque. Et pourtant, depuis fort longtemps, la ville perçoit chaque année 700 000 € de redevances, justement pour assurer ses obligations d'investissement, puisque ces obligations d'investissement incombent à la ville, afin de renouveler les équipements, qui, je vous le rappelle, ces 700 000 € sont perçus sur les frais de location des plaisanciers. Ce sont les plaisanciers qui financent ces 700 000 €. Et ils financent aussi les bénéfices d'exploitation qui ont eu cours jusqu'à très dernièrement. Donc il y avait les moyens d'anticiper et de financer ces équipements. Ces équipements ont une durée de vie qui est délimitée et qui est connue dans le temps, comme d'autres équipements qui concernent plus précisément la Sogeba. Donc il est fort étonnant que les sommes n'aient jamais été provisionnées et que ces investissements n'aient jamais été faits. Donc c'est vraiment pas un satisfecit sur le sujet. Je vous rappelle quand même que la Chambre rappelle que depuis 2014, Monsieur le maire a désigné chacun des présidents qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Enfin, la Chambre s'étonne avec forte insistance, aussi bien dans le rapport de la ville sur la gestion de la ville que dans le rapport concernant la Sogeba. La Chambre s'étonne avec beaucoup d'insistance sur le peu de cas réservés à la mesure de la qualité de service, c'est-à-dire aucun outil, aucune stratégie. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une délégation de service public. Y a-t-il d'autres remarques? Je voudrais ajouter quelque chose sur le logement social. Effectivement, la ville n'a pas beaucoup de foncier, mais n'a pas. C'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire d'avoir une vraie politique, non pas en attendant que des terrains soient mis à la vente et que l'EPF puisse préempter. Il y a des endroits où on aurait pu avoir des emplacements réservés et non seulement les avoir, mais faire en sorte que ces emplacements réservés puissent déboucher sur des opérations de logements sociaux, sachant qu'on est dans une situation de la course à l'échalote. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait qu'il y a une opération de logement, même quand il y a la moitié de logements sociaux dans cette opération, l'autre moitié crée un déficit. Ce qui fait que, au bout du compte, on finit par construire beaucoup dans des endroits où, quelquefois, il n'est pas judicieux de modifier l'esprit de l'urbanisme d'un quartier, notamment dans des sites pavillonnaires. Et donc, finalement, on construit beaucoup pour obtenir relativement peu de logements sociaux, quand bien même les opérations à venir, effectivement, finiront par apporter quelques éléments. Et donc, je me demande s'il ne faut pas ça éviterait d'avoir des pénalités considérables, être un peu plus catégorique et préserver réellement des terrains qui ne seraient qui n'abriteraient que des logements sociaux. Merci. Pas d'autres interventions? Donc, nous allons répondre aux différents commentaires et questions. Il y a plus de commentaires que de questions. Alors sur les... Donc là, je m'adresse à Monsieur Bell.
sur les avantages que nous observons, nous, majorité, dans ce rapport. C'est de bonne guerre. Moi, je ne parlerai pas de guerre. Hein. Je pense que nous avons tous en tête l'intérêt de la commune. Et ce que nous avons constaté, c'est que la Chambre, et vous l'avez confirmé vous-même, la Chambre nous félicite pour la qualité de la gestion, et notamment de la gestion financière. Alors qu'elle ne se prononce pas sur les objectifs, ça je suis bien évidemment d'accord avec vous. Sur les investissements inférieurs à la moyenne, un choix politique. Je vous avouerai que je ne regrette pas ce choix politique parce que justement la situation financière était très très problématique en début de mandature et ça m'a appris à privilégier dans un premier temps, et ça c'est souligné par la Chambre, c'est-à-dire dans un premier temps redresser les finances, et dans le redressement des finances, il y avait la baisse des dépenses de fonctionnement, bien évidemment, il y avait aussi une pause dans les investissements, et à partir de 2016, les investissements ont repris une fois que cette situation financière était assainie. Et même si vous auriez peut-être souhaité, je ne sais pas, je ne me souviens pas que vous ayez fait des commentaires à l'époque sur le choix des investissements que nous faisions, vous auriez peut-être souhaité que nous en fassions davantage, mais je trouve que c'est pas si mal d'avoir consacré environ 10 millions d'euros d'investissement à la réfection du quai de Gaulle et 6 ou 7 millions d'euros à des dépenses d'entretien de voirie et quelques autres dépenses que je ne détaillerai pas. Peut-être que M. Chaurel le fera. Nous ne sommes pas restés les bras croisés en matière d'investissement. Nous avions d'autres projets. Mais ça, vous le savez aussi bien que moi, de mener des projets, ça demande une certaine préparation, ça demande des études, ça prend du temps. Et nous avions déjà envisagé d'autres projets, travaillé un petit peu dessus. Et nous avons pensé que de nous disperser irait plutôt à l'encontre de l'intérêt de la ville. Et nous avons préféré, et ça je l'assume parfaitement, nous concentrer sur ce fameux projet du quai de Gaulle et associé à l'entretien et la rénovation d'une partie de nos quartiers. Et si vous voulez me faire dire qu'il reste encore du travail, ça je vous l'accorde bien volontiers. En ce qui concerne le fait d'avoir privilégié l'autofinancement, oui, c'est un choix. C'est un choix. Nous avons reconstitué notre épargne et nous avons fait le choix de nous désendetter et de ne pas emprunter. Eh bien, la raison est simple, c'est parce que nous pouvions le faire. Et malgré le fait qu'il y ait des taux d'intérêt faibles, quand on emprunte, et bon, à un moment donné, il faut bien le faire, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand on emprunte, on augmente les charges de remboursement de la dette, à la fois en intérêt et en capital. Donc c'est un petit peu comme pour les ménages. C'est pas parce que les taux d'emprunt sont effectivement très bas qu'il faut emprunter absolument pour investir. Mais
j'assume là encore ce choix. Et en ce qui concerne la renégociation de la dette, chaque année, nous travaillons et nous avons une note de finances actives qui est un bureau d'études reconnu sur le plan national. Et nous travaillons avec la directrice des finances pour savoir si il y a lieu de renégocier cette dette. Et jusqu'à présent, à chaque fois, nous avions le conseil de ne pas recourir à cela. Actuellement, une renégociation est en cours. Donc, je vous dis, comme chaque année, et il est possible que cette année, nous aboutissions à une décision sur ce plan-là. En ce qui concerne l'absence de stratégie pluriannuelle et de PPI, de plan pluriannuel d'investissement, je vous rejoins, et je rejoins ce que dit la Chambre. Bien évidemment, c'est tout à fait souhaitable et important pour une commune, et pour n'importe quelle entreprise, d'avoir un plan pluriannuel d'investissement et d'avoir une vision claire de ce qu'on va faire. Effectivement, je vous avais répondu que nous avions quelques difficultés au niveau des ressources internes, et je pense l'avoir évoqué à ce moment-là. Nous avons recruté pour la première fois un ingénieur sur la commune de Bandol, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Alors vous pourrez me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Eh bien, là on revient sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est-à-dire que la masse salariale avait explosé lors de la mandature précédente, et que donc il y avait des efforts à faire sur ce plan-là. Il y a une quarantaine de titulaires en plus sur la période 2008-2014 et une quarantaine de titulaires en moins à l'issue de notre mandature. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je ne peux que reconnaître qu'il est souhaitable et nécessaire d'avoir un PPI, et c'est en cours, bien évidemment, de préparation. En ce qui concerne le côté vision financière, le fait qu'il y ait d'autres politiques possibles, bien évidemment, sinon il n'y aurait qu'une majorité et il n'y aurait pas d'opposition. Donc c'est, je pense, un droit minimal pour l'opposition d'avoir des visions stratégiques et des visions politiques différentes de celles de la majorité. Et en ce qui concerne la vision que nous avons, effectivement, la mise en place d'une stratégie pluriannuelle et la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement nous sera grandement utile pour cette mandature. Et les électeurs nous ont choisis. Voilà, c'est un fait. Et donc, ils auront l'occasion de juger de notre action au fur et à mesure du déroulement de cette mandature. Et vous aurez bien évidemment la possibilité, au fur et à mesure, de faire des commentaires, des critiques sur notre manière de mener la politique de la ville. Donc, de ce point de vue-là, je ne conteste rien dans les observations que vous avez faites. En ce qui concerne la politique urbanistique, je vais laisser la parole à M. Chorel, puisqu'il a en charge cette délégation et qu'il l'avait déjà lors de la précédente mandature. Voilà, M. Chorel, je vous laisse répondre à Mme Henriot. Oui, Monsieur le maire, merci. Oui, je vais commencer par un préambule, mais
Vous me connaissez, je ne sais pas manier la langue de bois. Je ne suis pas convaincu et pas certain du tout que Mme Henriot soit la mieux placée pour parler de politique urbanistique sur Bandol. J'en suis même surpris. Dire que nous n'avons pas de vision de développement de l'urbanisme sur Bandol, c'est pour le moins surprenant. Pour le moins surprenant. La vision des quartiers, je voudrais bien savoir un peu plus ce que c'est. Vous avez fait allusion à votre programme. Mais dans votre programme, effectivement, c'était beaucoup de paroles, mais pour les traduire dans des faits, des actes et des réalités de terrain, nous avons eu, je n'étais pas le seul, quelques difficultés à cerner réellement quels étaient les chapitres, les points qui étaient réalisables et qu'est-ce que ça sous-entendait. Je ne voudrais pas faire référence quand on parle d'imperméabilisation des sols. Effectivement, la modification du PLU de 2016 a été voulue pour réduire ces impacts de façon drastique. Je ne vais pas revenir sur les points qui ont été faits, mais il y a aussi un point qui n'est pas anecdotique, c'est le fait d'avoir imposé la réalisation de bassins de rétention. Après, vous citez des points anecdotiques. Il y a eu 2 piscines de réaliser, je ne sais pas, qui viennent contrarier les zones non perméables. Oui. La piscine, par définition, est perméable puisque le trop-plein renvoie vers le réseau pluvial. Mais c'est anecdotique de parler de cet exemple-là quand on parle de politique de l'urbanisme, c'est cocasse. La problématique des logements sociaux, vous évoquez la possibilité de mettre des emplacements réservés. Les emplacements réservés existent. Il y a des zones qui sont bel et bien identifiées, zones sur lesquelles travaille d'ailleurs le PF. Ça existe. Maintenant, je crois avoir compris dans vos propos que vous vouliez concentrer ces logements sociaux sur certaines zones. Nous, ce n'était pas notre vision. Les logements sociaux sont faits aussi pour favoriser la mixité sociale. Et pas uniquement au sein des bâtiments, c'est vrai aussi au sein des quartiers. C'est une vision différente, effectivement, mais c'est la vision que nous, majorité, nous avons. On aura l'occasion de reparler d'ailleurs de ces emplacements réservés très prochainement. Dans vos propos, manifestement, il y a la non prise en compte de la réalité foncière de Bandol. J'aimerais bien, je souhaiterais que lorsque vous faites des propositions, vous les fassiez de façon un peu plus concrète, identifier des lieux, des manières. Nous sommes prêts à accepter, à prendre des conseils. Nul n'a la science infuse, et moi, ce n'est pas du tout mon cas. Donc, nous sommes preneurs, mais de réalité, de faits concrets, que l'on sache réellement de quoi l'on parle. Je voudrais dire un mot sur le PPI. Effectivement, nous n'avons pas attendu ce mandat pour identifier le besoin d'avoir un PPI. Dans ma petite expérience professionnelle en tant que fonctionnaire, c'est une pratique que j'ai eue pendant 20 ans. Nous travaillons sur des PPI, effectivement, mais au sein d'une collectivité territoriale, les choses sont difficiles à mettre en œuvre. C'est une nouveauté, donc il y a une certaine
latence dans la prise de décision qui était aggravée par le manque pas de moyens humains, mais d'habitude et de personnes qui étaient confrontées à ce genre de dossier. Et effectivement, monsieur le maire l'a rappelé, nous avons enfin recruté un véritable ingénieur. Un deuxième va prochainement nous rejoindre. Et ça va favoriser effectivement le travail engagé sur ce fameux PPI. Voilà, monsieur le maire. Monsieur Bell. Vous comprendrez que je ne peux pas laisser passer les propos liminaires de monsieur Chorel, alors que notre échange, docteur Joseph, était d'une tenue correcte. Monsieur Chorel dit que madame Henriot est mal placée. Je pense que monsieur Chorel, qui a pourtant une relative expérience d'élu, devrait un peu contenir son agressivité pendant les séances du conseil municipal. Hein, on se calme dans le conseil municipal. Il faut avoir une certaine tenue républicaine. Si madame Henriot est mal placée, dans ce cas-là, vous faites une action en justice et vous dites pourquoi. Deuxièmement, vous avez parlé de la campagne. Alors, libre à vous, bien sûr, de penser ce que vous voulez, évidemment. Vous êtes dans on était concurrents. Vous avez remarqué que dans mon propos et dans mes propos précédents dans le conseil municipal, je ne suis pas revenu sur les arguments de campagne. Et d'ailleurs, votre maire non plus. Hein. Donc c'est absolument choquant, je vous le dis. J'ai quand même une certaine expérience de la vie publique d'entendre ces propos comme cela. Alors, je ne vous demande pas de vous excuser, mais je tiens à marquer, et je veux que ce soit marqué dans le procès verbal, que ce type de propos est inadmissible. La campagne, c'est pas moi qui l'ai évoqué, c'est madame Henriot qui a dit que c'était dans votre programme de campagne. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, chacun a eu son programme. Là-dessus, on a eu des débats. Non, on n'a pas eu de débat d'ailleurs. Tiens, on n'a pas eu de débat contradictoire. Je m'en souviens très très bien. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais franchement, pendant toute cette mandature, jamais je vais revenir sur les échanges de campagne qui sont ce qu'ils sont. On sait ce que c'est qu'une campagne électorale. Mais maintenant, on est dans l'action publique officielle. Je vous propose qu'on avance, qu'on continue. Donc pour répondre à monsieur Leclerc, donc effectivement toutes les remarques que vous avez faites figurent dans le rapport de la Chambre. En ce qui concerne le versant communal, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le rapport concernant la commune, vous parliez des instances de contrôle et l'absence d'éléments exploitables. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors tout ce que vous avez dit sur la dangerosité, etc., le manque de préparation, les conséquences, tout ça on va en discuter lors de la prochaine délibération. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même avec des instances de contrôle de qualité, s'il n'y a pas d'éléments exploitables, elles ne peuvent pas contrôler grand-chose. Donc la problématique pour moi se situe surtout à ce niveau-là. Et en ce qui concerne les éléments exploitables, il y a beaucoup d'éléments qui ont été apportés depuis la fin du contrôle de la Chambre. On y reviendra tout à l'heure. Pour ce qui est du manque de préparation, alors effectivement, il y a une prolongation d'1 an de la DSP jusqu'à la fin 2015. La fin de la DSP devait se terminer fin 2015 et nous l'avons donc décalé d'1 an. Il ne nous aura pas échappé que
il y a eu une période de politique un petit peu délicate et instable. Et je pense que, sans revenir trop sur le passé, ça n'a pas grand intérêt, mais la situation ne permettait pas de réfléchir et de travailler très sereinement à l'époque. Cependant, le choix de la quasi-régie a été un choix qui a été réfléchi. C'est vrai que nous avions envisagé à un moment donné soit la régie municipale, soit la SPL, et ça aurait pu être un choix retenu. Il se trouve que en janvier 2016, il y a eu cette fameuse ordonnance qui permettait de faire appel à un nouveau contrat de gestion, puisque la société d'économie mixte, la SOGEBA, elle, reste en place. Il y avait la possibilité de signer ce contrat avec la SOGEBA qui permettait à la fois de garder le contrôle de la commune sur la SOGEBA et en même temps d'avoir une certaine souplesse de gestion en conservant la structure de type privé. Alors c'est vrai qu'il y avait une incertitude quant au cadre juridique et fort heureusement cette incertitude a été levée puisqu'il n'y a pas eu de aucun recours n'a prospéré, la préfecture n'a pas fait d'observation et je ne sais pas si on peut parler de jurisprudence de Bandol, mais en tout cas aujourd'hui le caractère juridique de la quasi-régie, je pense, n'est pas remis en cause. Alors oui, il y avait un point, alors peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure aussi, mais en ce qui concerne la dangerosité et le rapport de 2006, oui, on peut s'interroger. Alors danger immédiat qui était prévisible, ce danger immédiat, il s'est passé beaucoup de temps. Il s'est passé beaucoup de temps entre 2006 et l'accident qui a touché la panne A. Et entre-temps, il y a eu une autre mandature. Et est-ce que je pense que vous avez interrogé mon prédécesseur, puisque il a été un soutien actif de votre campagne. Et là, ne voyez aucune malveillance dans mes propos. Chacun peut soutenir qui il veut, mais peut-être avez-vous interrogé mon prédécesseur sur sur cette problématique, c'est-à-dire un rapport en 2006 et l'absence d'action pendant la mandature précédente. Ceci dit, ce diagnostic, je pense que il a été partagé. Sur le degré d'urgence, je pense que M. Rocheteau a plus d'expertise que moi pour répondre, peut-être que M. Chorel aussi, de par son métier et le fait qu'il ait la délégation et qu'il est adjoint au port. Voilà, moi je ne me prononce pas sur la dangerosité immédiate. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait danger. Et on a pris ça en compte, bien évidemment. Il y a un programme de remplacement des pannes et la panne A était sur le point d'être remplacée quand il y a eu cet accident. Voilà, concernant le manque d'investissement, voilà, tout le reste. Ah oui. Le reste, je pense, ça va concerner la délibération prochaine. Sur la désignation des présidents, oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai désigné les présidents.
Il y a eu quelques difficultés, donc je ne vais pas les détailler ici parce que ce serait mal à propos dans la mesure où les personnes concernées ne sont pas présentes pour répondre. Ce que je peux dire simplement, c'est que j'ai jugé qu'il fallait évoluer différemment dans la gestion de cette entreprise. C'est la raison pour laquelle j'en ai pris la présidence, si ma mémoire est bonne, vers le mois de février ou de mars 2016. En tant que président, j'avais pas beaucoup la main sur le fonctionnement interne de la Sogeba, et je l'ai davantage découvert lorsque j'ai pris en charge la direction générale de la Sogeba, c'est-à-dire à la mi-novembre. Je ne reviendrai pas sur le constat, les audits, etc. On reparlera tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu comme principale motivation de désigner au plus vite un successeur qui puisse prendre en charge la destinée de la Sogeba et mettre de l'ordre dans cette entreprise qui en avait bien besoin. Voilà, je pense que les autres points ils figurent dans le rapport et on en discutera bien évidemment lors de la prochaine délibération. Alors si vous le permettez pour vous répondre, non, je n'ai eu aucun échange avec votre prédécesseur concernant le sujet des investissements et le remplacement des pannes. J'ai simplement constaté, comme l'a fait le rapporteur de ce rapport, qu'un programme avait été lancé par votre prédécesseur pour un remplacement des pannes. Il a commencé à le faire avec la panne D et la panne C, et que ce programme a été, comme le souligne le rapport, interrompu jusqu'à ce que la panne cède. Donc je n'élucubre pas, je ne fais que citer le rapport. Concernant également le rôle de contrôle d'un conseil d'administration, oui, le rapporteur fait montre d'un certain étonnement quant au manque d'outils de gestion. Effectivement, et comme on l'a fait d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a pas voté les budgets. C'est parce qu'on n'avait pas de visibilité ni sur la politique ni sur la stratégie. On peut nous montrer tous les tableaux de chiffres qu'on veut, si on n'est pas capable de les raccorder avec des éléments concrets de politique et de stratégie, ça rime pas à grand-chose. C'est exactement ce que pointe le rapport. En revanche, il était du devoir, et il est toujours du devoir du conseil d'administration d'exiger ces éléments. Il n'en dispose pas, il doit les exiger. Ça se fait comme ça dans toute entreprise. Et ça reste quand même une entreprise. Quant à la quasi-régie, là encore une fois, je n'ai fait que citer le rapporteur. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais il fait montre à plusieurs reprises de grandes inquiétudes sur le sujet. Et surtout, il pointe un manque de préparation qui, d'après lui, a pu vous mettre en difficulté au moment de la nouvelle concession. Voilà, c'est tout. Je ne fais que citer le rapporteur. Monsieur Leclerc, je vous fais observer que le fait de répéter 2 fois la même chose ne donne pas davantage de crédit à la véracité des propos. Ceci dit, encore une fois, je n'ai pas contesté les insuffisances, nous en parlerons tout à l'heure. Quand vous dites qu'il y a eu une interruption, non, il n'y a pas eu d'interruption. Le travail a continué. Il y a un travail préparatoire qui est nécessaire. Il faut des autorisations. Vous le savez, je pense, aussi bien que moi. Donc non, il n'y a pas eu d'interruption. Et là, vous parlez de la responsabilité du conseil d'administration de la Sogeba. Et là, c'est le président, directeur général du conseil d'administration, aura certainement à cœur de vous répondre lors de la prochaine délibération. Monsieur le maire, j'ai juste quelques précisions à faire sur le versant commune, puisque j'ai entendu des choses qui sont fausses. Donc je pense que c'est important de corriger ces éléments.
J'ai entendu parler de gestion de l'entre-soi. Je ne sais pas si c'est un terme agressif ou pas. Moi, je le trouve agressif. Surtout qu'il est faux. Puisque, pour quelle raison? Je vais tout simplement vous être factuel, hein, puisque, après tout, c'est vrai qu'on peut chacun avoir nos interprétations d'un rapport, c'est normal. Le factuel, c'est que nous avons créé des commissions d'attribution des postes, pluralistes. Hein, je rappelle qu'il y a des représentants, les 3 représentants élus par les plaisanciers sont présents à ces commissions, qui sont les seuls autorisés à attribuer des postes annuels et saisonniers au port de Bandol. C'est une grande nouveauté et pas des moindres. Nous réunissons le CLUP, qui ne se réunissait jamais jusqu'à présent, le comité local des usagers du port de plaisance, auquel tous les plaisanciers peuvent participer. Alors on l'a pas réuni cette année, crise du Covid oblige, mais on l'a réuni depuis 3 ans. Et on présente notamment le budget, les projets, lors de cette réunion. On réunit aussi régulièrement le conseil portuaire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le conseil portuaire doit se réunir au moins 1 fois par an, je crois, 1 ou 2 fois. Donc il se réunit. Et nous avons créé, grande nouveauté encore, une page transparence sur laquelle figure un grand nombre de documents. Je pense que nous sommes le seul port de plaisance à avoir une telle transparence sur nos documents, que ce soit les PV, les comptes, la quasi-régie, la rémunération du président. Enfin, vous verrez énormément de documents. Donc c'est pas vraiment ce que j'appellerais une gestion de l'entre-soi. C'est de la pure appréciation et ça ne figure pas dans le rapport de la CRC. Concernant les pannes A et B, quand j'entends dire que rien n'est fait, c'est faux également, puisque au moment où la panne A et une travée de la panne A, hein, c'est pas l'intégralité, quand on dit la panne A s'est effondrée, non, une travée de la panne A s'est effondrée. Je rappelle qu'un maître d'œuvre a été désigné et travaillait sur le marché de travaux pour le remplacement de ces pannes. Donc dire que rien n'a été fait sur le sujet, c'est faux. Dire qu'un rapport de 2008 pointait et disait qu'il fallait remplacer les 4 pannes et recommandait de les interdire au public, c'est faux. C'était uniquement la panne D. C'est la raison pour laquelle elle a été remplacée immédiatement par la municipalité de l'époque, j'imagine. Ça me paraît logique, ils sont allés au plus urgent et je pense que j'aurais fait pareil. Pourquoi ils n'ont pas enchaîné sur la suite? C'est une bonne question, parce que nous, à partir du moment où on a lancé ce marché sur les pannes A et B, on a réussi à les remplacer en 1 an et demi. Ils avaient 6 ans pour le faire. Ça n'a pas été fait. Alors effectivement, ça n'a pas été fait ensuite, entre 2014 et l'effondrement de la panne en 2018. Mais voilà, il faut être juste sur la réalité des faits. Pourquoi les travaux de remplacement des infrastructures ne sont pas provisionnés? Vous avez raison, effectivement. Pourquoi ils ne sont pas provisionnés? C'est une chose qui est nécessaire, mais qui date, vous connaissez le mécanisme des provisions, ça ne se fait pas sur 3 ans, vous ne provisionnez pas le remplacement de panne sur 3 ans, donc ça se compte en dizaines d'années, ça fait des dizaines d'années que ces éléments d'infrastructure du port devraient être provisionnés. Aujourd'hui, les seules provisions qui existent sont des provisions faites côté Sogeba essentiellement, et donc effectivement il y a un vrai sujet là-dessus, et le plan pluriannuel d'investissement a aussi pour objectif de répondre à cette problématique. Enfin, sur les outils de mesure de la qualité du service côté Sogeba, alors on en reviendra peut-être tout à l'heure, ça fait partie aussi du rapport, donc j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc on a un petit peu... Peut-être. Madame M. Si vous permettez, une dernière précision. J'ai eu la même réflexion que toi, Philippe, concernant la notion d'entre-soi, Monsieur Leclerc. Je trouve que je m'élève comme a pu faire tout à l'heure Monsieur Bayle, surtout que, et je parle sous le contrôle de mes collègues qui étaient là durant les précédents mandats. Vous l'avez bien compris, la Chambre régionale des comptes a procédé au contrôle de la gestion de la Sogeba de 2013 à 2017. Pour ma part, nous avons été élus en décembre 2015 et d'à peu près janvier 2016 à juin 2017 jusqu'à sa démission, des membres de l'équipe de Madame Cercio qui était dans l'opposition faisaient partie du conseil d'administration, Monsieur Leclerc. Donc vous pouvez reprendre les propos de la Chambre régionale des comptes et vous avez raison, ils sont écrits, mais je crois qu'il est dans notre devoir aussi de vérifier ses sources pour pas prétendre des choses qui sont factuellement inexactes. Et vous pouvez le vérifier.
Je crois que la démission, c'est 24 juin 2017, mais je peux me tromper, Madame Cercio est là, je parle sous son contrôle. Ah, c'est le coup du sort. Je vous rappelle que j'intervenais sur le rapport de la ville. S'agissant des instances de contrôle, je parlais du conseil d'administration, déjà pour répondre à M. Rocheteau. Donc le CLUP et le reste, c'était autre chose. Je vous rappelle simplement, j'ai simplement rappelé, c'est pas moi, c'est le rapporteur. Il le dit texto, qu'il y a un manque de contrôle complet de la municipalité sur la gestion de la Sogeba. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et je vous rappelle qu'à plusieurs reprises, vous l'avez évoqué vous-même, traditionnellement, il y avait toujours des membres de l'opposition dans le conseil d'administration. C'est une chose que vous nous avez refusée cette fois-ci. Ouais, enfin, on a vu ce que ça peut faire par le passé, mais Monsieur Leclerc, ce que je dis, c'est objectif. Voilà, c'est pas la peine de se rattraper. Moi aussi, c'est objectif. Je ne cherche pas à me rattraper, c'est objectif. Voilà, oui, bien sûr. C'est objectif. Bien évidemment. Enfin, bon, je vous ai répondu et je sais à quoi m'attendre à l'avenir. La présence du membre de l'opposition au conseil d'administration n'est pas une habitude du tout, puisque ça a été mis en place par le maire actuel lors du mandat précédent. Ce n'était pas le cas sous notamment M. Palix. J'aimerais effectivement le souligner à nouveau. M. Rocheteau a précisé un certain nombre de choses, mais nous allons revenir là-dessus lors de la prochaine délibération. Mais en fait, c'était simplement, vous évoquiez le refus d'accorder un siège à la Sogeba. C'est pas un refus, c'est simplement, je m'en suis déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir sur les raisons. C'est que nous n'avons pas considéré pour cette mandature que c'était souhaitable. Je ne reviens pas sur les raisons, vous les connaissez, je les ai déjà exposées. Et je fais observer à M. Leclerc que non seulement il n'y a pas d'obligation, et ça n'avait pas été fait auparavant, qu'il y ait un membre de l'opposition au conseil d'administration de la Sogeba, mais il n'est pas non plus prévu qu'il y ait un membre de l'opposition au comité de l'office de tourisme, et j'ai tenu à ce qu'il y en ait un, et c'est vous-même qui représentez l'opposition au conseil d'administration, conseil d'exploitation de l'office de tourisme. Donc je pense que ce reproche n'est pas très très bien placé. Voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres observations, je propose que nous passions à la délibération suivante puisqu'il n'y a pas de vote. Je vous remercie pour ce débat. Alors, la délibération numéro 2. Alors, c'est vrai qu'il y a des intrications très fortes entre la réponse qui a pu être faite par moi-même en tant que maire et M. Rocheteau en tant que président directeur général de la Sogeba. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce rapport de la CRC sur la Sogeba, dont je l'ai rappelé tout à l'heure, Société d'économie mixte, qui a la gestion du port de Bandol, il porte sur la période 2013 à 2017, et je considère, je le dis une nouvelle fois, c'est quand même une limite importante, parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur les 3 dernières années, c'est-à-dire entre 2017 et aujourd'hui. Et l'équipe dirigeante de la Sogeba a été profondément modifiée au cours de l'année 2017. Donc il y a eu le changement de son président directeur général, mais il y a eu aussi le changement de son maître de port principal. Et ce rapport donc, est intéressant. Il pointe des difficultés, des dysfonctionnements que connaissait la Sogeba. Et ces difficultés, pour la plupart, ne datent pas d'hier, que ce soit le manque de transparence, la planification des investissements. Vous l'avez rappelé, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes, donc personne ne va le contester. Et ça remonte
pour la plupart bien avant 2014. Et justement, c'est le fait qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui perduraient qui m'a amené à mettre en œuvre ce changement important de gouvernance en 2017. La SOGEBA, je pense qu'on peut le dire ainsi, a complètement changé d'air et vit depuis 2017 une transformation qu'elle n'a jamais connue à tous les niveaux, ou presque. Vous avez eu un petit aperçu dans ce qu'a dit M. Rocheteau, mais il va le compléter très largement. Et ça ne se fait pas sans difficulté, tant certaines mauvaises habitudes avaient été prises de longue date, mais le chemin accompli est remarquable. La plupart des recommandations de la Chambre sont aujourd'hui sans objet ou en passe de l'être. Alors je ne vais pas vous détailler cela. Qui mieux que le PDG de la SOGEBA peut le faire? Et je veux d'ailleurs le remercier ici pour l'immense travail qu'il a accompli. Il a fait sortir la SOGEBA de l'ère préhistorique pour la faire entrer dans l'ère moderne. Je veux parler bien sûr de M. Rocheteau, qui a été désigné PDG de la SOGEBA en février 2017. Et donc je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur ce rapport. Merci, monsieur le maire. J'ai bien fait de venir. Enfin, peut-être pas pour très longtemps, mais en tout cas, pour le moment, ça va. Donc, je vais pas revenir effectivement sur ce que vous venez de dire, mais j'aimerais vous expliquer le contexte de mon arrivée en 2017 à la SOGEBA, parce qu'il est assez en accord avec un certain nombre d'éléments décrits dans ce rapport. Je ne connaissais pas grand-chose de cette société lorsque je suis arrivé en 2017. Ça m'a d'ailleurs été beaucoup reproché. Mais moi, je pense que ça a été un grand avantage. Je ne connaissais ni le personnel, ni le fonctionnement interne. Alors, le fonctionnement interne, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît en réalité. Mais je suis arrivé à la SOGEBA sans préjugés. Donc, j'ai réalisé à mon arrivée, je suis arrivé pour rappel en février 2017, j'ai fait ce qu'a fait la CRC, c'est-à-dire j'ai fait une forme d'audit, alors sûrement pas aussi bien que ne sait le faire un magistrat professionnel, mais j'ai essayé de faire un audit sur à peu près tous les sujets. J'étais accompagné de M. Vivier, qui était vice-président également. Et l'objectif, c'était de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et puis de définir un plan d'action pour corriger ce qui ne fonctionnait pas. Alors j'aurais bien aimé avoir ce rapport à l'époque, parce qu'il m'aurait permis d'économiser un peu de temps, parce que je suis quand même en accord avec beaucoup de points de ce rapport, même si c'est un rapport qu'on pourrait qualifier de pas bon pour la SOGEBA, mais il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels je peux dire que c'est n'importe quoi, puisque la plupart des points sont justes. Je vous dirai quand même quelques points sur lesquels je suis pas complètement d'accord. Alors il y avait déjà eu des audits à la SOGEBA, notamment sur le versant social, qui avait été réalisé par le cabinet comptable de la SOGEBA. C'est pas l'idéal, parce qu'il est un peu jugé parti. Et c'était un audit social, donc forcément, qui était enfermé sur le versant principalement RH. Donc cet audit, évidemment, a pris quelques mois. La SOGEBA gère des activités très diverses. Elle gère bien sûr les places au port, mais gère également une station carburant, qui est un métier très particulier, une zone de carénage, et alors 2 biens immobiliers qu'elle ne gère plus directement, puisque cette gestion a été confiée à une agence immobilière. Alors une fois que cet audit était fait, est venu le temps de l'action. J'ai estimé qu'il y avait effectivement beaucoup de sujets à modifier, ce que confirme d'ailleurs le rapport de la CRC. Et j'ai donc dû prioriser les changements. La tâche était très importante et je savais très bien que ça n'allait pas se faire d'un coup de baguette magique. Alors la priorité absolue, pour moi, concernait l'aspect RH. Sans les agents, on ne fait rien. Et donc l'organigramme a été modifié, notamment au niveau des cadres. Donc M. Vivier, qui est spécialiste en ressources humaines, m'a notamment accompagné sur cette question. On l'a réalisé dès 2017, et 3 ans plus tard, je pense que, je ne sais pas combien d'années je resterai à la SOGEBA, mais je pense que c'est clairement l'action la plus décisive que j'ai pu faire dans la direction de cette société.